pense qu'on est d'accord, la photo c'est quand même une super façon d'immortaliser des souvenirs quand même. Alors que ce soit avec des appareils photo argentiques pour les gens un peu plus old school, que les appareils photo numériques pour les nostalgiques ou bien évidemment son smartphone. Alors bien souvent, vous le savez, les photos c'est pris dans un cadre positif, les anniversaires, les fêtes en tout genre, les vacances. Mais certains clichés peuvent aussi déboucher sur des dénouements dramatiques. Donc rapprochez-vous, vous êtes bien sûr qu'on le fait con et aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs photos qui, à première vue, sont innocentes, mais qui, quand on creuse, cachent une horrible finalité. D'ailleurs, les auteurs de ces clichés n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient d'immortaliser les derniers instants de vie d'une ou de plusieurs personnes. Bon, en même temps, la photo, c'est quand même un des synonymes du temps qui passe, d'une certaine marque de temporalité, quoi. Et s'il y a un autre symbole qui va dans le même sens, c'est bien évidemment les montres, comme celle que je porte d'ailleurs actuellement et qui a été fabriquée par Holzkern. Bon, honnêtement, leurs montres, elles sont vraiment cool. Ça fait maintenant quelques années que je la porte, moi, quasiment tous les jours. Du coup, c'est un modèle qui m'accompagne dans beaucoup de vidéos. Vous pouvez le voir sur les autres. D'ailleurs, Holzkern, ça signifie noyau de bois en allemand. Et donc, c'est un fabricant de montres, mais également de bijoux. Et donc, vous l'aurez compris, leur matériau star, c'est bien évidemment le bois, mais pas n'importe lequel. C'est un bois certifié FSC, qui est donc gage de non-déforestation. Et en plus de ça, on retrouvera de l'acier inoxydable, du marbre gris, ou même du marbre blanc encore sur certains produits. Voire même, il y a un cadran, comme là, vous voyez celui-là, en météorite véritable. Bon, la qualité est vraiment top, honnêtement, et tous les produits de la marque sont fabriqués à partir de matériaux naturels, et surtout, ils sont produits en petite quantité, histoire de garantir une production responsable et éthique. Et puis, en parallèle des montres, vous aurez aussi accès à d'autres produits comme des colliers, des bagues, des bracelets, comme celui-là, et autant pour les hommes que pour les femmes. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc vous trouverez sans doute votre bonheur là-dedans si vous y allez. Et sachant qu'en plus, Holzkern, c'est plus de 10 magasins physiques en Allemagne ou même en Autriche, mais c'est aussi, bien sûr, pour nous les Français, un site web qui s'affiche juste là. Et grâce au code PHOTO, vous avez le droit à 15% de réduction. Donc vous pouvez cliquer aussi dans le lien en description pour accéder à l'offre et parcourir tout leur catalogue, quoi. Donc bref, concrètement, si vous cherchez des idées de cadeaux, que vous êtes vraiment prévoyant avec la fête des mères ou même la fête des pères, ou que vous voulez vous faire plaisir vous-même ou à votre moitié, je ne sais pas, vous savez où vous pouvez aller. Bon, en tout cas, revenons à notre programme du jour et nous allons voir aujourd'hui, entre autres, le dernier cliché d'une des icônes du cinéma américain, mais aussi une performance sportive qui va tourner au drame, ou encore une photo innocente prise lors de la fête de l'école et qui sera le début d'un cauchemar. Alors pour cette première photo, celle-là, donc vous voyez, il faut remonter un peu dans le passé, au début des années 1960. Et commençons du coup par le gars, Buddy Greco, qui est un chanteur américain. Là peut-être que son nom vous dit rien du tout et c'est normal. En fait, on va pas s'intéresser à lui aujourd'hui. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la femme ici. Peut-être que vous l'aurez reconnue, sauf si vous êtes vraiment très jeune. En fait, il s'agit de Norma Jean Baker, mais plus connue sous le nom de Marilyn Monroe. Donc c'est l'une des actrices et même des femmes en général les plus iconiques des États-Unis dans les années 1950. Sachant que cette photo-là, que je tiens, elle a été prise le week-end des 28 et 29 juillet 1962 du côté de Calneva Lodge. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Frank Sinatra, un des plus grands chanteurs américains de tous les temps, était également présent ce week-end-là. Bref, jusque-là, vous l'avez compris, rien de bien foufou, juste des moments immortalisés lors d'un bon moment passé ensemble. Sauf que ce cliché est tout simplement le dernier qu'on ait de Marilyn Monroe, vivante. Parce qu'en effet, quelques jours plus tard, au tout début du mois d'août, l'actrice sera retrouvée morte chez elle à Los Angeles. En fait, ce sera le 5 août 1962, en pleine nuit. Et sa gouvernante, qui s'inquiétait de n'avoir aucune réponse de Marilyn, enfermée dans sa chambre, a prévenu son psychiatre. Ce dernier est alors arrivé en 4e vitesse et a ensuite cassé la fenêtre de la chambre de Monroe pour tomber sur son cadavre. Au moment où il l'a retrouvée, elle avait sa main posée sur son téléphone. Mais sur la table de nuit, on trouve énormément de boîtes de comprimés et un flacon vide de Nembutal. Au lieu de me rendre aux funérailles pour me faire prendre en photo, j'ai décidé de rester à la maison et de laisser les célébrités soi-disant proches d'elle se donner en spectacle. Certes, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais quand même d'une grande majorité des gens qui la fréquentaient. La plupart d'entre eux l'ont détruite. L'ironie était que c'était un monde qu'elle ne pouvait pas quitter. Le monde du cinéma est l'endroit où elle est devenue elle-même, où elle existait parce qu'elle était quelqu'un, même si ce quelqu'un était un artifice construit pour elle par Hollywood. Elle sentait que quand elle était Marilyn, les gens lui donnaient du respect et de l'attention, ce qu'elle pensait peut-être à tort être de l'amour. Quelque chose qu'elle pensait n'avoir jamais reçu en grandissant. La version officielle a rapidement avancé que Marilyn Monroe s'est ôté la vie à l'aide du fameux Nembutal, grosso modo un somnifère, parce qu'il a en effet été dévoilé que l'actrice avait avalé énormément de ces médocs. Très clairement, la dose aurait pu tuer jusqu'à 10 personnes. Mais bon, après, tout le monde n'est pas d'accord avec cette thèse-là, et que ce soit sur le moment ou même 60 ans plus tard, le mystère règne toujours. D'ailleurs, certaines hypothèses avancent que ce serait simplement un accident, et que pour X ou Y raison, Marilyn Monroe aurait pris cette nuit-là trop de médocs. Mais bon, d'autres pensent
pensent que c'est plutôt un assassinat déguisé à l'aide de ce fameux Nembutal. Parce que en vrai, il y a quand même pas mal de zones d'ombre dans les témoignages de la gouvernante, ainsi que du psychiatre, qui ont donc trouvé son corps. Et en plus de ça, ce qui est quand même très trouble, c'est que tous ces relevés téléphoniques ont été effacés. Bref, beaucoup d'informations à droite et à gauche qui peuvent amener à se poser des questions. D'ailleurs, certains iront même jusqu'à accuser le FBI ou la CIA, parce que, si vous ne le saviez pas, entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, donc JFK, qui était le 35e président des États-Unis, il y avait eu une liaison sulfureuse. De là à penser qu'il valait mieux la faire taire, plutôt que prendre le risque qu'elle dévoile des informations peut-être gouvernementales, il n'y avait qu'un pas. Alors pour cette deuxième histoire qui est liée à cette deuxième photo, là il va à nouveau être question, par le plus grand des hasards, d'une Marilyn. Mais cette fois-ci, c'est une personne anonyme, pas une star de quoi que ce soit. Et donc, la jeune fille que vous voyez sur ce cliché, c'est une certaine Marilyn Bergeon. Mais bon, avant de parler du cliché en lui-même, faut remettre un peu de contexte. Et c'est sa mère qui nous raconte ça. Le 10 février 2008, alors que j'ai Marilyn au téléphone, je sens que quelque chose cloche et je lui demande comment ça va. Elle me dit que ça va pas du tout, qu'elle a peur de rester dans son appartement à Montréal. Je lui dis alors de prendre son sac à dos, de monter dans le premier bus pour revenir à Québec, et 15 minutes plus tard, elle était déjà dans le bus, direction la maison, en me disant qu'elle allait me raconter ce qui se passait. Sauf qu'une fois arrivée, elle n'a pas abordé le sujet et j'ai donc entamé la conversation là-dessus. Je l'ai questionnée, savoir si c'était un problème amoureux ou encore un problème d'argent. J'ai creusé sur plein de sujets et quand je lui ai demandé si elle avait été agressée, elle s'est levée et elle a pleuré, mais elle ne m'a rien dit. Du coup, vous l'aurez compris, il y a quelque chose qui cloche avec Marilyn, qui semble perturbée, voire traumatisée par un truc qui semble assez grave. Rapidement, elle décide de revenir habiter chez ses parents à Québec et moins d'une semaine après être arrivée chez sa mère, complètement bouleversée, le déménagement est acté. Et donc le 17 février 2008, elle décide d'aller se balader en ayant juste avec elle une carte de crédit. Et c'est ce jour-là, à 11h09 précisément, que ce cliché, issu d'une vidéo de surveillance, est prise à Loretteville, qui est l'un des quartiers de la ville de Québec. Là, bon, vous l'avez compris, mais c'est tout simplement la dernière fois qu'on a vu la jeune femme de 23 ans en vie, puisqu'après, elle disparaît dans la nature. Ses parents signalent sa disparition à la police de Québec et dès le lendemain, une enquête est ouverte, mais ça prend du temps. Déjà parce que, dans la loi, comme nous le dit la mère de Marilyn, une personne adulte a le droit de disparaître. Et là, les premières hypothèses envisagées sont souvent celles de la disparition volontaire ou du suicide. Mais ses parents n'y croient pas du tout. Et ce qui fait que plus de 2 ans après sa disparition, en mars 2010, un homme du nom de Guy Salico va se manifester. Car après avoir entendu parler de l'affaire, il a assuré avoir accueilli Marilyn dans sa maison pendant une petite quinzaine de minutes, car elle semblait traumatisé par quelque chose. Et manifestement, cet événement-là, inconnu, se serait passé 1 an et demi après la disparition, en décembre 2009. Mais bon, tout ça reste très hypothétique, on ne sait pas, c'est juste sa parole à lui. Par la suite, plusieurs personnes ont également affirmé l'avoir vu, que ce soit du côté de Montréal ou même en Ontario. Mais bon, en tout cas, sachez-le, mais 17 ans après la disparition de leur fille, ses parents ne perdent pas espoir. Et en fait, ils font tout en parallèle pour faire avancer la cause des personnes disparues au Québec. Par exemple, ils ont œuvré à créer une escouade spécialisée pour les personnes disparues, car avant, les policiers traitaient ces cas en parallèle d'autres affaires. D'ailleurs, s'il y a peu de chances que Marilyn ait fugué, qu'elle soit encore en vie aujourd'hui, on ne peut pas tirer un trait sur cette hypothèse à 100%. Alors, est-ce qu'elle s'est faite enlever puis tuer? A-t-elle mis fin à ses jours? Est-ce qu'elle a été victime d'un trafic d'organes ou même d'un trafic d'êtres humains? Autant de questions qui, sans doute, n'auront jamais de réponse. Alors pour la troisième photo, là, on change complètement de décor et on file dans la nature. Comme vous le voyez, nous sommes en effet en haute montagne, en très haute montagne même. Mais c'est pas les Alpes, ni même les Pyrénées, ou même la Cordillère des Andes, mais juste l'Himalaya. Car là, évidemment, on est sur l'Everest, donc le boss final. Et plus précisément l'arête ouest et le couloir Orbein. Pourquoi le couloir Orbein? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1963, un certain Tom Orbein, un alpiniste, va arriver en haut du plus haut sommet du monde. Et en empruntant un passage plus que casse-gueule. Comme vous le voyez sur la photo là, ça a l'air compliqué. Quelque chose d'extrême au possible. Et si en fait les gens ont réussi à monter l'Everest, pourquoi ne pas essayer de le descendre en snowboard? Et c'est exactement de ce dont il s'agit là. En fait, le dimanche 8 septembre 2002, aux alentours de 15h, le snowboarder français Marco Siffredi, âgé de 23 ans, il s'apprête donc à se lancer dans le vide à travers les nuages. Et donc là, on immortalise le moment quelques secondes avant son nouveau défi, qui consiste donc à dévaler ce couloir de plus de 3 km. Bien que la neige ait été suffisante pour sa deuxième tentative, après une marche ardue jusqu'au sommet, Marco semblait inhabituellement fatigué pour un alpiniste de son calibre. Ses partenaires d'ascension l'ont même incité à abandonner son objectif. L'un d'eux n'a pas manqué de noter que cette fois, Marco ne semblait pas aussi détendu et en forme que lors de sa première expédition sur l'Everest. En observateur avisé, il connaissait bien les effets de l'altitude sur les alpinistes. Et selon lui, lors de la première ascension, Marco avait grimpé ça comme un Sherpa. Mais lors de cette nouvelle longue marche de 12 heures, neige jusqu'à la taille, avec peu d'oxygène, Marco semblait vidé de toute énergie. Malgré les mises en garde, le rider, vêtu d'une combinaison jaune, resserre alors ses fixations et part quand même en direction du couloir Orbein.
Sauf que quelques secondes après s'être lancé, il va tout simplement disparaître. Et donc on ne sait pas ce qui s'est passé du tout. Ce qui fait que 22 ans après les faits, on n'a toujours aucune idée de ce qui a pu lui arriver ce jour-là. Est-ce qu'il a été pris dans une avalanche? Est-ce qu'il est tombé dans une crevasse? Est-ce qu'il a fait un malaise à cause de son état? Peut-être un problème technique? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son corps, il n'a jamais été découvert. Probablement, avec tout le temps qui est passé, il ne le sera sans doute jamais. Bon, pour cette 4e photo, continuons de parler de sport. Alors là, c'est un peu compliqué de s'en rendre compte vu que l'angle est un peu serré, on va dire. Là, il est question de baseball et plus précisément d'un match disputé par les Seattle Mariners contre les Cleveland Guardians et au T-Mobile Park. Et donc, c'est ce stade-là que vous voyez qui est très impressionnant. Et donc, en tout cas, les deux personnes que vous voyez, c'est Laetitia Martinez-Kosman et Brett Gitschel. Bon, en tout cas, ce match de baseball n'a rien de plus qu'un petit date pour eux, après que les deux se soient rencontrés 2 semaines auparavant à Costco, qui est une chaîne de magasins américaine. Mais alors comment s'est fait ce rapprochement? Tout simplement parce que Brett, donc lui, le mec, portait une casquette des Mariners et ça a fait tiquer Laetitia parce qu'elle était également supportrice des Mariners. Bref, le 31 mars 2023 précisément, les deux assistent donc à ce fameux match de baseball ensemble et une fois ce dernier terminé, ils quittent le stade ensemble. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que c'est la dernière fois qu'on verra Laetitia vivante et le selfie pris quelques minutes plus tôt et donc le dernier moment de vie qu'elle ait pu capturer. Et ce qui fait que 48 heures plus tard, le frère à Laetitia, qui comme des amis à Laetitia, a reçu des SMS bizarres venant d'elle, décide de signaler sa disparition. D'autant plus que Laetitia, qui est une maman à peu près d'une 50aine d'années, elle a un fils de 24 ans qui souffre de retard mental. Elle doit s'en occuper, elle doit le gérer, donc elle peut pas s'absenter longtemps, donc c'est d'autant plus bizarre que là, elle ne répond pas pendant près de 2 jours. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus bizarre que son enfant, qui s'appelle Patrick, va également disparaître. Et justement, personne ne le sait à ce moment-là, mais il a été enlevé par Brett Gitschel, qui lui aurait dit que quelque chose était arrivé à sa mère. Et une fois à bord de sa voiture, Brett Gitschel a tenté d'étrangler Patrick, qui de son côté a réussi à mordre son ravisseur et à s'échapper suite à une bagarre. L'enfant donc de Laetitia a réussi à appeler son père en urgence, qui de son côté a prévenu les autorités. Là, à partir de là, la police va de son côté découvrir la voiture carbonisée de Laetitia peu de temps après, mais toujours aucune trace d'elle. Et il faudra alors attendre plus de 2 semaines supplémentaires pour que son cadavre soit retrouvé dans un fossé. Et l'autopsie révélera qu'elle a été étranglée. Entre-temps, Brett Gitschel, qui a été arrêté, est accusé d'enlèvement et de meurtre, mais il a plaidé non coupable aux 2 chefs d'accusation. Ma sœur était une personne très généreuse et une personne de confiance. En plus de ça, elle cherchait toujours ce qu'il y avait de mieux chez les autres, elle cherchait toujours à voir le bon côté des choses. Je pense que c'est entre autres pour ça que ce voleur de bas étage l'a prise pour cible. Il a dû se dire « Oh, elle a des billets pour le match des Mariners, je me demande si elle a de l'argent ». Et quand Letty s'est trouvée sur son chemin, il l'a tuée et a essayé de tuer son fils pour couvrir ses traces. Ce qui fait que depuis la mort de sa mère, Patrick est allé vivre au Texas avec son père, alors que Ricardo, le frère de Laetitia, est resté à Seattle où il attend la tenue d'un procès pour que justice puisse enfin être rendue. Pour notre 5e photo, là, on reste aux États-Unis, mais on change d'état et aussi de période. Et là, l'histoire que je vais vous proposer remonte en effet au 4 juin 2010 à Portland, dans l'Oregon. Et là, on file plus précisément à l'école primaire Skyline. D'ailleurs, sur la photo, nous avons Kyron Orman, qui est un petit garçon de 7 ans. En fait, ce jour-là, il participe à une espèce de petite exposition scientifique au sein de son école, et du coup, il est très très heureux de présenter sa création sur les grenouilles. Bref, rien de spécial, et si on n'a pas de détails précis sur le déroulé de ce petit exposé, voilà, ça s'est bien passé quoi. Bon, la belle-mère du petit, qui s'appelle Terry Moulton, et qui l'a amené à l'école, a assisté à la petite foire scientifique avant de le voir s'éloigner pour rejoindre sa salle de classe vers 8h45. Et puis la belle-mère continue ensuite tranquillement sa journée. Elle va faire ses courses, elle s'occupe de sa fille qui est malade ce jour-là, puis elle va à la salle de sport avant de finalement rentrer chez elle. Ou peu après, vers 13h20, elle postera sur Facebook les photos de Kyron avec son exposé. Bref, absolument rien à signaler jusqu'ici, et à 15h30, toute la petite famille se rend à l'arrêt de bus où il est censé descendre, en revenant de l'école. Sauf que il n'est pas là. Là, le chauffeur de bus indique aux parents qu'il n'est jamais monté à bord du véhicule, et quand la belle-mère, Terry, appelle l'école dans la foulée, eh bien, elle apprend carrément que Kyron n'était pas présent en cours, dès le début de journée. Ce qui signifie donc que quand elle l'a vu quitter sa salle, donc environ 7 heures plus tôt, le gamin a tout simplement disparu. Alors sans surprise, c'est le branle-bas de combat, la police est rapidement mise au courant, et les recherches massives débutent, que ce soit autour de l'école, autour du domicile, ou encore sur le trajet entre les 2 endroits. Alors bon, dans les premiers jours, la famille décide de ne pas se prononcer publiquement, avant de faire finalement un petit communiqué. La famille de Kyron tient à remercier les personnes qui l'ont soutenu et qui se sont intéressées à la recherche de leur fils. L'afflux de soutien et les efforts continus renforcent leur espoir. Nous avons besoin que les gens continuent de nous aider à retrouver Kyron. Veuillez fouiller vos propriétés, voitures, bâtiments extérieurs, remises. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. L'objectif de la famille est de maintenir l'attention sur Kyron et sur rien d'autre. Bref, des centaines de sauveteurs professionnels et plus d'un millier d'anonymes vont tout mettre en œuvre pour retrouver le petit garçon. Et là, comme souvent aux États-Unis dans ce genre d'affaires,
une récompense pour une information importante donnée sera mise en place. D'abord 25 000 $ avant de passer à 50 000. Sauf que voilà, quelques semaines plus tard, les soupçons vont se porter sur la belle-mère. Parce qu'en effet, lors de l'enquête, on apprend à Kane, qui est le père de Kyron, que Terry, donc sa femme, aurait cherché à le tuer via leur jardinier, Rodolfo Sanchez. D'ailleurs, le jardinier a confirmé ça aux policiers. Alors là, vous me dites, mais c'est quoi le rapport avec le petit qui a disparu? Pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, cette demande d'assassinat a été formulée quelques mois avant la disparition du gamin, et évidemment, ça n'a pas abouti. Sachant que Terry, la belle-mère, n'a jamais avoué cela, même si elle a échoué à des examens polygraphiques qui sont en fait, grosso modo, des détecteurs de mensonges. Elle disait non, mais son corps disait oui. Bref, en continuant de creuser, les enquêteurs vont apprendre de nouvelles choses. Déjà, le fait que quelqu'un ait été vu à bord du véhicule de Terry devant l'école de Tyrone le jour de sa disparition. Ou encore le fait que plusieurs amis de la belle-mère lui auraient procuré un téléphone intraçable et d'autres choses. Bon, bien évidemment, Kane a entre-temps demandé le divorce et qu'il a obtenu. Et la mère biologique de Kyron a porté plainte contre Terry, l'accusant d'avoir enlevé l'enfant. Quoi qu'il en soit, aucune de ces procédures n'a jamais abouti et plus de 14 ans après la disparition de l'enfant, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et s'il est encore en vie. Eh bien, pour notre dernière photo, là, on quitte les États-Unis et on file du côté de la Nouvelle-Zélande. Et une fois n'est pas coutume, jetons un petit coup d'œil à ce cliché totalement innocent. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà là? Tout simplement un souvenir de vacances entre copines. Grace Millan, à droite sur la photo, immortalise ce petit moment avec deux copines au phare du Cap Renga. Regardez, c'est juste ici, sur la carte de la Nouvelle-Zélande, ça a l'air génial. Bref, Grace est une Anglaise de 22 ans qui vient d'obtenir sa licence quelques mois plus tôt. Et là, elle avait décidé de s'accorder une petite année sabbatique avant d'attaquer les choses sérieuses. Et à cette occasion, elle a passé plusieurs semaines en Amérique du Sud, avant de débarquer au pays des Kiwis le 20 novembre 2018. Et c'est une semaine plus tard, le 27, qu'elle nous partage cette photo sur son compte Instagram. Bref, quelques jours de plus passent et, alors que son anniversaire arrive tout doucement, elle part en date avec un certain Jesse Campson, qu'elle a rencontré entre-temps sur Tinder. Sauf que voilà, le jour de son anniversaire, justement, le 2 décembre, ses parents s'inquiètent de ne pas arriver à la joindre. Et ils signalent donc sa disparition à la police néo-zélandaise quelques jours plus tard. Là, on retrouve rapidement sa trace via des caméras de surveillance, comme ici, par exemple, le soir du 1er décembre, en compagnie de Jesse. Et en continuant de d'éplucher les caméras, les autorités remarquent que le lendemain, le 2 au soir, Jesse est seul et semble avoir un comportement assez suspect. Vous voyez peut-être où on se dirige, mais finalement, le corps de la jeune fille est découvert le 9 décembre. Et en fait, Jesse Campson est rapidement appréhendé et dans un premier temps, il va déclarer qu'il s'agit d'un accident qui lui est arrivé au cours d'un rapport sexuel un peu brutal. Et une fois le procès commencé, là, il va se défendre en disant que Grace Millan était adepte des pratiques BDSM, mais bien sûr, ça n'a pas pris. Dans la chambre d'hôtel, Madame Millan a été assassinée par Jesse Campson, qui l'a plaqué au sol et étranglé pendant au moins 5 minutes. Il a pris les photos de son corps nu et a regardé de la pornographie sur son téléphone avant de chercher à dissimuler son crime. Il a utilisé son smartphone pour effectuer des recherches en ligne sur les termes suivants: rigidité cadavérique, oiseau charognard ou encore y a-t-il des vautours en Nouvelle-Zélande, tout en faisant d'autres recherches sur une région boisée et vallonnée située à l'extérieur d'Auckland. Ces relevés téléphoniques ont montré que Jesse Campson avait consulté des sites internet pour acheter des grands sacs de voyage, des valises et des voitures de location après la mort de Madame Millan. Et du coup, après un procès assez long et des tentatives de faire appel de la part de Jesse Campson, il est finalement condamné à de la prison à perpétuité avec une période quand même de sûreté de 17 ans. Et donc voilà pour nos photos du jour. J'espère que le format vous plaît toujours autant. D'ailleurs, si de votre côté vous êtes déjà arrivé de prendre des photos qui par la suite débouchaient sur un truc inattendu, n'hésitez pas à en parler. Sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine. Bonne nuit.